De la démocratie en Kabylie, de l'instruction publique, sixièmement, la Mamera de Sidi Abdarrahman. Sidi Abdarrahman, fondateur de la Mamera qui porte son nom chez les Iloulen Oumalou, étant mort sans enfant et sans instituer d'héritier, son école resta à l'état de main morte entre les mains des étudiants qui l'occupaient. Ceux-ci continuèrent à l'administrer, comme du vivant du fondateur, et en devinrent les seuls propriétaires. Leurs successeurs se sont transmis l'héritage intact de génération en génération jusqu'à nos jours, donnant ainsi l'exemple d'une persistance d'idées et d'un respect des traditions qu'on est assez étonné de rencontrer dans une réunion de jeunes gens. Cette Mamera est donc une véritable république, ou si l'on aime mieux, un couvent d'étudiants, nommant son professeur et ses chefs, gérant ses propriétés, se gouvernant enfin librement, sans surveillance et sans contrôle. Loin de lui nuire, cet état de choses paraît avoir contribué à sa prospérité, car cette Mamera a toujours été citée comme une des plus florissantes et des plus fréquentées du pays kabyle. Lorsque nous l'avons visitée en 1862, elle comptait de 70 à 80 élèves. L'ordre le plus parfait y règne. Sa Djemara se montre très difficile pour les admissions, et nulle part au dire des Kabyles, les règlements ne sont plus sévères et plus rigoureusement appliqués. À toutes les époques, elle a fait preuve de beaucoup de sagesse, et les mauvais exemples de sa voisine, la Mamera d'Oudris, n'ont jamais trouvé chez elle d'imitateurs. Le programme des études et le mode d'administration y sont d'ailleurs les mêmes que dans les autres écoles. C'est une Mamera du Coran. Septièmement, la Mamera d'Oudris. La Mamera d'Oudris, plus connue sous le nom de Zaouïa de Bendris, bien qu'elle soit indépendante de toute Zaouïa, a acquis en Algérie une certaine célébrité par l'étrangeté des habitudes d'une partie de ses étudiants. Il s'y était formé en effet sous les auspices du saint patron et avec la dénomination d'étudiants une véritable bande de voleurs qui exploitaient en plein soleil les populations, un peu au bénéfice de l'établissement et beaucoup à son profit particulier. En raison de ces conditions exceptionnelles d'existence, elle mérite une mention spéciale. Située comme la précédente, chez les Iloulen Oumalou, près du village kabyle des Haït Ali ou Mohammad, elle appartient à une famille également kabyle, celle des Haït Ouakwan, à laquelle le fondateur, Si Mohammad Oudris, l'a léguée en reconnaissance des bons services qu'il en avait reçus. On pourrait croire que l'origine non religieuse des propriétaires de la Mamera a favorisé l'organisation de la troupe de malfaiteurs dont nous avons parlé. Il n'en est rien, car tous ces malfaiteurs étaient marabouts eux-mêmes. Nul n'était reçu comme étudiant d'Oudris, à quelque titre que ce fût, s'il n'appartenait pas à la caste religieuse. Ces étudiants se divisaient en deux catégories tout à fait distinctes. Les Tolba en Telwih, Ath en arabe et en hébreu Laoh, ou étudiants de la planchette, qui suivaient les cours et menaient le même genre de vie que tous leurs camarades des autres écoles, et les Tolba ou Debbouz, étudiants de la Messu,
qui, laissant de côté les livres, n'avaient d'autre occupation que le vol et le brigandage. Chacun, avant d'entrer dans la mamra, désignait la catégorie à laquelle il voulait appartenir. La bonne harmonie était loin de régner toujours entre des gens de spécialités si différentes, les uns voleurs, les autres étudiants. Les rixes, des batailles à coups de fusil, éclataient souvent, et la famille Akwan était sans cesse occupée à rétablir la paix. L'administration était cependant à peu près la même que dans les autres mamras. Les muqaddam et l'ukil, choisis parmi les étudiants de la planchette, avaient autorité sur tout le personnel. Les voleurs avaient bien un muqaddam et un ukil particuliers, mais qui n'exerçaient leurs fonctions qu'en dehors de l'école. La cuisine se faisait en commun. L'ukil distribuait les rations individuellement, chaque catégorie mangeait à part et avait ses iqeddashen spéciaux. Les étudiants mariés, de même que la famille Akwan, prenaient leur repas à la mamra, mais n'y passaient pas la nuit. Les étudiants couchaient dans la mosquée. Les voleurs avaient des logements à part. Le prix d'admission dans la mamra était de 25 francs, sans distinction de catégorie. Les voleurs habitaient du reste rarement la mamra. Presque toujours, ils parcouraient le pays par petites bandes, arrêtant les voyageurs pendant le jour et volant pendant la nuit. Ils classaient les populations en amis et en ennemis. Les amis étaient ceux qui, de gré ou de force, se déclaraient serviteurs d'Oudris et payaient tribut à la mamra. Tous ceux qui résistaient à leurs exigences étaient considérés comme ennemis. Lorsqu'ils rencontraient un de ces derniers, ils le dépouillaient de ses vêtements et quelquefois le tuaient. L'étranger était traité de la même manière. Leurs amis pouvaient voyager en sûreté, mais à la condition d'avoir obtenu d'eux un objet connu de tous, tel que fusil, sabre, bâton, couteau. Cet objet était un passeport respecté que l'on appelait Asuzbef et qui était le signe de l'Annaya de la Mamra. Celui qui n'avait pas d'Asuzbef risquait fort d'être arrêté sous prétexte qu'on ne le connaissait pas. On commençait par le dévaliser, puis s'il avait le droit de se réclamer du titre de serviteur d'Oudris, il était conduit devant le propriétaire de la mamra qui, après avoir constaté l'erreur, faisait rendre les objets volés, après avoir toutefois prélevé un léger tribut à son profit. Les colporteurs, quels qu'ils fussent, n'étaient jamais dépouillés. Les anciens étudiants voleurs sortis de la mamra restaient affiliés à l'association et devaient répondre aux appels qui leur étaient faits dans les cas d'expéditions importantes. Celui qui ne s'y rendait pas était rayé des contrôles, déclaré ennemi et exposé à toutes sortes de vexations et de vengeances. Lorsque la troupe était au complet, elle se montrait quelquefois à plus de 300 hommes. C'était une force véritablement redoutable pour le pays, par son organisation et surtout par son état de permanence. Aussi ne craignait-elle pas d'attaquer ouvertement des villages, même de petites tribus, et souvent elle réussissait à leur imposer ses volontés. Lorsqu'elle entrait de vive force dans un village, les hommes qui n'étaient pas couverts par une anaya étaient égorgés sans pitié. Les femmes n'avaient à craindre ni le vol ni la mort, mais elles étaient le plus souvent violées et enlevées à leur famille lorsqu'elles étaient jolies. On ne les conduisait toutefois jamais à la mamra. Le butin était vendu aux enchères par le muqaddam de guerre et le produit partagé entre les combattants. Le possesseur d'un fusil avait 2 parts. Celui qui n'avait pour arme qu'un sabre n'avait qu'une seule. La part du propriétaire de la mamra était toujours réservée. Elle pouvait s'élever jusqu'au tiers du bénéfice total. Souvent aussi, une portion de butin était abandonnée au profit d'un village de marabouts appelé Ibahalal et situé chez les Aïth Melikosh. Si parmi les animaux saisis se trouvaient des ânesses, elles étaient laissées à leur maître. La mamra d'Oudris partageait le préjugé d'un grand nombre de tribus kabyles
qui regardent comme une honte d'en posséder. Quand la bande se sentait trop faible pour réduire un village de vive force, elle se dispersait en petits groupes qui allaient la nuit couper les arbres, incendier les maisons, les meules de paille, les récoltes. Le jour, ils s'embusquaient près du village et s'emparaient des troupeaux et des gens qui passaient à leur portée. Les hommes ainsi enlevés étaient conduits à la Mamra où on les gardait en otage dans un souterrain avec les fers aux pieds, jusqu'à ce qu'ils eussent payé rançon ou que de guerre lasse leur village se fût décidé à se reconnaître tributaire. Elle ne s'attaquait jamais aux tribus des Aïth Idjer, Aïth Ziki, Aïth Roubri, ses voisines, encore moins à celles du Djurdjura, peu endurantes de leur nature et fort chatouilleuses sur le point d'honneur. Ses principales expéditions étaient dirigées contre les tribus de l'Oued Sahel. Cette troupe avait une certaine organisation militaire et une discipline. Lorsqu'elle était réunie, le Moqaddem la commandait en chef. Si elle se fractionnait, chaque détachement obéissait à un chef particulier qui recevait les ordres du Moqaddem. Contrairement aux usages kabyles, elle n'avait pas de drapeau, mais elle marchait en rang aligné et par peloton au son du tambour de basque et de la flûte en roseau. Les principaux mouvements, l'attaque, la retraite, étaient indiqués par la musique. Les marches étaient égayées par des danses continuelles. Chaque étudiant se fournissait d'armes à ses frais. Celui qui, possesseur d'un fusil, n'avait pas 30 cartouches dans sa giberne était mis à l'amende et renvoyé de la Mamra. Personne ne portait de vivres. Une pareille précaution était regardée comme un déshonneur. On devait vivre sur le public. L'étudiant qui prenait la fuite pendant le combat était chassé de l'association. S'il obtenait son pardon, son anaya était sans valeur. Il n'avait plus voix délibérative dans la Djemara et n'était plus considéré que comme un fellah, un serf de la Mamra. Celui qui assassinait un de ses camarades était lapidé. Celui qui avait des intelligences avec l'ennemi ou qui maltraitait un serviteur d'Oudris était expulsé et ses vêtements étaient brûlés. C'en était de même pour celui qui violait une femme en temps de paix, mais seulement dans le cas où la famille portait plainte. L'étudiant qui dépouillait une femme, soit des amis, soit des ennemis, était puni d'amende et perdait toute considération. Enfin, des amendes plus ou moins fortes étaient prononcées contre celui qui en pays ami volait dans une maison où il recevait l'hospitalité, celui qui mangeait toute la viande servie ou la cachait et n'en laissait pas au maître de la maison, celui qui se battait en voyage avec un de ses camarades, celui qui n'obéissait pas au Muqaddam, celui qui allait à la fontaine des femmes, celui qui entrait dans la maison d'un serviteur d'Oudris s'il n'était pas son ami particulier. Les serviteurs d'Oudris étaient de deux sortes. Les serviteurs volontaires qui payaient l'impôt à la Mamra de leur plein gré par zèle religieux et les serviteurs forcés qui n'avaient cédé qu'à la violence ou à des vexations prolongées. Les premiers donnaient la dîme de toute leur récolte, grains, figues, olives. Ils étaient respectés, protégés et pouvaient accorder l'anaya de la Mamra comme les étudiants eux-mêmes. Ils se composaient de la moitié des Iloulen Oumalou, 2 villages des Iloulen Oumasseur, une partie des Aïth Ziki et des Aïth Idjer, les Aïth Himmel, des fractions des Iznagen, Aïth Samzaz, Ifnayen, Aïth Burlis. Les Aïth Mansour, les Warzelagen, 2 villages des Aïth Bur Hamza et une partie des Aïth Afif de Stif. Les serviteurs forcés ne payaient que le tribut convenu au moment de leur soumission. Les étudiants voleurs les traitaient en peuple conquis et commettaient chez eux des excès de tout genre. On raconte qu'un étudiant nommé Si Belkacen ou Tararas, passant la nuit au village de Handis chez les Aïth Abbès, força son hôte, le pistolet au poing, à lui céder sa place auprès de sa femme. Cette seconde classe de serviteurs comprenait les villages de Salam Sezra et Sazift de la tribu des Aïth
Oumachouch, de Stif Boulathen chez les Aïth Aïzel, Handi chez les Aïth Abbès, Sarkat Bouzi, Asloum et Aïth Hamdoun chez les Aïth Kani et la tribu des Aïth Ouakouren. Depuis la soumission complète de la Kabylie à la France en 1837, la bande des étudiants voleurs a disparu et la Mamra d'Oudris est rentrée dans les conditions ordinaires des autres écoles. Seulement les élèves y nomment eux-mêmes leurs professeurs, le propriétaire en sa qualité de kabyle n'étant pas supposé posséder les lumières nécessaires pour faire ce choix avec discernement. On ne reconnaît plus dans le pays les étudiants d'Oudris qu'à la singulière coutume qu'ils ont conservée de ne pas ferrer leurs mulets, de ne leur mettre ni poitrail ni croupière et de ne pas attacher la charge sur le bas. Ils prétendent que le saint marabout Oudris intervient pour parer aux inconvénients de ces omissions.